Bonjour, eh bien aujourd'hui on va parler de Ostara, qui est l'équinoxe de printemps, qui se fête le 21 mars. Moi je tourne la vidéo le 22 mars, je ne suis vraiment pas gênée. Et donc c'est l'équinoxe de printemps, comme je l'ai dit, c'est l'équilibre entre l'obscurité et la lumière. Et donc j'ai mis des couleurs pastel avec des tulipes, tout ça, parce que c'est un peu la thématique. Alors, au niveau de la roue de l'année, comme d'habitude, on voit qu'on est donc, vous êtes ici, on est à Ostara. Ça fait partie du printemps. On entre dans la partie de l'année, symboliquement parlant, qui est lumineuse. Et en face de ce... Comment on peut appeler ça? En face de cette célébration, il y a Mabon. Si c'est comme ça qu'on le prononce, honnêtement, je ne sais pas. Mabon, Mabonne. Toujours délicat. Euh, c'est donc la partie de l'année donc, qui est Et oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. On va recommencer. Alors dans la roue de l'année, au niveau de la roue de l'année, on se trouve donc ici dans la partie verte, là où on voit Ostara, qui est donc l'équinoxe de printemps. Juste en face, il y a Mabon, qui se célèbre au mois de septembre et qui est donc l'équinoxe d'automne. Et donc c'est deux moments dans l'année où le jour et la nuit ont la même durée. Et donc c'est un basculement de la lumière à l'obscurité et vice-versa. Alors, dans cette vidéo, comme d'hab, on va voir un petit peu les observations au niveau de la nature. Qu'est-ce qu'on observe dans la nature à cette période de l'année? Qu'est-ce qu'on peut simplement voir? Quelles sont les particularités de cette période de l'année? On va voir aussi au niveau de l'histoire, l'historique, comment est-ce que les anciens célébraient ça. Brièvement, je ne vais pas m'attarder dessus pour cette vidéo en tout cas. Le côté un peu plus historique. Et on va voir aussi les symboles, donc la symbolique au niveau tant des couleurs, des petites choses qu'on peut retrouver. Par exemple, on va voir les œufs de Pâques, tout ça, tout ça. Mais aussi de la symbolique au niveau du bien-être, en fait. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous en tant qu'humains de se retrouver dans cette partie de l'année sur à un niveau plus spirituel, n'est-ce pas? Et je vais aussi un petit peu parler des rituels qu'on peut faire. Mais ça aussi, c'est toujours assez bref. Des petites idées de rituels qu'on peut faire à cette période de l'année pour être plus en phase avec la nature. Et enfin, je viendrai avec une petite légende. J'essaye toujours d'amener une petite légende, une petite histoire sur la légende d'Éostre, qui est une déesse. Alors, ce qu'on peut observer dans la nature le 21 mars, à la période d'Ostara, donc c'est que le jour et la nuit ont la même durée, donc les journées se rallongent. Ça, c'est un truc qu'on voit quand même de manière assez flagrante. Les bourgeons sont déjà là pour la plupart. Les premières fleurs arrivent. Ça, c'est plutôt agréable de voir que les fleurs arrivent. Surtout ces arbres qu'on pensait morts. On fait nos semis pour les jardins. On fait des plants de culture. On travaille la terre pour pouvoir planter. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, en tout cas. Et donc on peut voir que le soleil revient petit à petit, il y a des rayons de soleil qui sont un peu plus doux, les températures aussi, et bien évidemment c'est le temps des grands nettoyages. Alors au niveau historique, qu'est-ce que cette fête signifiait pour les anciens? Eh bien c'est une fête païenne qui représente donc l'arrivée du printemps, c'est un sabbat de feu qui célèbre la victoire sur l'hiver. Et je vais insister sur le sabbat de feu, parce que je me suis rendu compte, peut-être un peu tard, hein, mais en tout cas je me suis rendu compte que c'est une période de l'année où il y a énormément de feux dans les villages, on fait des fêtes, où on fait des grands feux. En tout cas, je sais pas d'où vous regardez la vidéo, mais dans nos contrées belges, il y a énormément de villages où on fait des grands feux pour brûler le bonhomme d'hiver qu'on appelle. Ça fait quand même assez fort penser aux célébrations d'Imbolc, de carnaval, tout ça, où les paysans... dans ma dernière vidéo, je parlais des paysans catalans qui faisaient encore la fête, la chasse à l'ours, et qui chassaient quelqu'un qui se déguisait en ours et tout et tout. Enfin, on est dans ce genre de célébration, mais ici, les villageois font des grands feux dans les villages pour brûler le bonhomme d'hiver, pour brûler l'hiver, enfin pour marquer un passage entre l'hiver et le printemps.
Et ça, c'est encore des célébrations qui se font beaucoup actuellement. Et j'ai vraiment été étonnée de voir qu'il y avait encore plein de villages qui faisaient ça. Moi, j'ai jamais vraiment habité dans un village. J'ai grandi dans des cités et puis dans des villes. Donc, je découvre un petit peu ça. Mais cette année, j'ai eu la chance pour la première fois de participer à un grand feu. Enfin, c'était la deuxième fois, parce que l'année passée, j'avais participé à un grand feu aussi, mais c'était dans une ville, dans la ville où j'habite, où ils brûlent un corbeau en carton ou en bois, avec plein d'idées noires dedans, et donc on fait brûler les idées noires, et il y avait énormément de gens, c'était chouette. Mais là, c'était plus dans un village, avec vraiment... il y avait vraiment plein de gens, c'est fou, quoi. Et il y a toujours cette idée de jeter, je sais pas, cette idée de jeter soit de l'alcool, soit de la suie, enfin, il y a toujours l'idée de jeter des trucs sur les gens. Et ça, c'est un symbole de fécondité. Enfin, je vais peut-être un peu trop loin dans l'interprétation, mais globalement, on en est là. Euh, alors, pour revenir sur l'aspect historique, les chrétiens se sont appropriés la fête de Pâques. Enfin, ils se sont appropriés en tout cas les célébrations païennes, comme beaucoup, pour créer la fête de Pâques, en gardant tous ces symboles de fertilité que les païens avaient déjà induits dans leurs célébrations. Donc les œufs, les lapins, la poule. Mais ça, on verra un petit peu d'où ça vient. Et alors, au niveau de l'époque médiévale, en Europe en tout cas, le lièvre de Mars, c'était considéré comme un symbole majeur de la fertilité. Donc je veux dire, c'est des symboles qui sont là depuis extrêmement longtemps. Et je trouve ça toujours chouette de s'en rappeler parce que quand on va au magasin et qu'on voit que tous ces symboles sont encore là, euh, je sais pas, je trouve que ça perd un peu de sa valeur de voir que... Enfin, je sais pas. De voir qu'il y a... Les magasins ont tellement commercialisé tout ça que ça en perd un petit peu de sa valeur symbolique. Et se rappeler d'où ça vient et se rappeler que tous ces petits lapins et ces petits œufs qu'on voit dans les magasins étaient déjà des symboles utilisés à l'époque médiévale, je trouve que ça rajoute un petit peu de sens et de profondeur à tout cet empire capitaliste, n'est-ce pas? Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, je vais en venir directement à la symbolique. Je suis pas trop restée sur l'historique parce que voilà, c'est comme ça. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors comme c'est un équinoxe, c'est super important cet aspect d'ombre et de lumière, le passage de l'ombre vers la lumière. Globalement, ça c'est mon ressenti, peut-être que d'autres le partagent, mais il est difficile d'admettre que la moitié de notre monde, de l'univers dans lequel on vit, est composé d'obscurité et d'ombre. C'est pas quelque chose que les gens ont facile à admettre. Pourtant, les équinoxes, c'est le moment où typiquement on effectue un pas décisif donc entre l'obscurité et la lumière, mais on entre dans une lumière croissante, quoi, parce qu'on n'est pas encore tout à fait en été. Et donc voilà, je me suis un peu perdue dans mes explications, mais vous voyez ce que je veux dire. Notre culture, elle est consacrée à la lumière et elle a rejeté les festivals lumineux parce qu'on ne les trouve pas très intéressants. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est-à-dire que, symboliquement parlant, c'est comme si on ne reconnaissait plus vraiment le noir et l'obscurité. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, on a créé l'électricité, ce qui fait qu'on a de la lumière absolument tout le temps. Bon, là, on voit que je suis à la lumière du jour, mais j'aurais pu tourner la vidéo au soir, en fait, ça aurait été pareil. J'aurais mis plein de lumière autour de moi, on aurait cru que... Et voilà, on m'aurait très bien vu. C'est une façon... Le fait d'avoir plein de luminaires comme ça autour de nous tout le temps, c'est une façon symbolique et plus profonde de refuser qu'il existe une part d'obscurité qui a aussi son utilité et qui participe aussi à notre équilibre d'être humain et naturel en fait. Et donc en ce sens, les initiations sont réduites à des soirées d'ivresse. L'intimité de la nuit se consomme avec les écrans, donc c'est vraiment ça, c'est... Souvent, quand on dit qu'il n'y a plus rien de bon qui se passe après 2h du matin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cet adage. Moi, j'ai souvent entendu ça. Il n'y a rien de bon qui se passe après 2h du matin. Sous-entendu, après 2h du matin, on est beaucoup trop ivre, en fait, que pour faire de bonnes choses. On est saoul. On est sur son écran. Et c'est à ce moment-là qu'on envoie des messages à nos ex et machin. Enfin, c'est comme si la nuit était quelque chose de terrible, en fait. Et de pas bon. Alors que,
on a décidé de le vivre comme ça, mais en fait, la nuit n'est pas obligatoirement censée se passer comme ça. Euh, donc voilà, oui, c'est ça. Même la lumière devient disponible à tout moment pour ne jamais en manquer. Pourtant, les équinoxes de printemps et d'automne nous rappellent que l'obscurité a autant d'importance que la lumière. C'est-à-dire que si on a bien célébré les fêtes obscures, je vais dire, de la roue de l'année qui appartiennent à l'obscurité, on en voit leur utilité. Moi ici j'ai célébré donc Imbolc, Yule, Samhain, Mabon, qui sont des célébrations qu'on dit obscures, mais c'est pas du tout négatif quand on dit ça. Enfin moi quand je le dis en tout cas c'est pas du tout négatif. Je veux me rappeler de tout ce qui s'est passé pendant cet hiver, parce que cet hiver il a bel et bien existé. Et sans cet hiver je n'aurais pas pu vivre l'été que je m'apprête à vivre. Parce qu'on l'a vu au moment de Yule et même de Samhain, etc. On a fait mourir des choses qui devaient partir, on a semé des graines qui étaient en train de germer qu'on ne voyait pas, ça a fait naître notre espoir. Au moment d'Imbolc, on a commencé à célébrer l'arrivée du soleil petit à petit. Enfin voilà, c'est une partie de l'année qui est importante. Ça fait partie de nous. Et le problème, c'est que si on renie ça, on passe à côté de la moitié de notre existence, symboliquement parlant. Donc voilà, c'est des pistes après, hein, le fait les écrans pendant la nuit, le fait d'allumer plein de lumière la nuit, le fait de se rendre saoul systématiquement quand on est réveillé le soir, le fait de voir la nuit comme quelque chose de mauvais. Tout ça, c'est des petits indices de la façon dont on perçoit l'obscurité. Alors, Ostara, la jeune vie d'adulte. Je pousse comme ça, on voit l'image. Ostara, la jeune vie d'adulte, pourquoi ? Je l'avais dit dans une ancienne vidéo, la roue de l'année, symboliquement, on peut rapporter ça à d'autres cycles. Par exemple, le cycle de la roue de l'année peut correspondre au cycle d'une journée, à un cycle menstruel et aussi à un cycle d'une vie. D'accord ? J'avais dit par exemple Imbolc, que ça correspond par exemple à peu près 6 heures du matin et un enfant ou un adolescent. Non, un enfant plutôt. Euh, Ostara, par exemple, ce serait plutôt midi, tu vois, c'est quand il est 12 heures. 12 heures, et ça correspond du coup à la jeune vie d'adulte. Donc c'est le moment où tu rentres dans ton après-midi, où tu rentres dans ta vie d'adulte, ou symboliquement, je ne dis pas que les gens qui n'ont pas 30 ans peuvent pas célébrer Ostara, parce que c'est toujours des cycles en fait, on revit toujours ces moments-là. Et donc, l'équinoxe de printemps représente la phase de la vie d'adulte, donc d'un adulte qui part de ce qu'il a appris pour faire sa propre voie. C'est le moment où on se demande un petit peu quelle direction vont prendre les choses. Même ben voilà, au niveau de l'année, c'est clairement ça. On sort de l'hiver, on est au printemps, on se demande à quoi va ressembler mon été en fait, avec qui je vais passer mon été, où est-ce que je vais partir en vacances, quel boulot j'aurai à ce moment-là, enfin bon bref, peu importe, mais c'est une période qui exige beaucoup de travail pour atteindre ses objectifs. Symboliquement, ben, c'est la période où il faut biner les champs, semer les graines, labourer la terre, si on laboure la terre, enfin ça aussi c'est une autre question. Mais c'est cette période-là, donc c'est du travail, il y a de la préparation. Là on est en activité, on n'est pas en mode sommeil comme à la période de Yule, où on doit juste laisser germer un petit peu d'espoir. Ici on est en train de s'activer pour se diriger vers quelque chose. Euh, Au niveau de nos vies à nous, c'est une période où on peut se demander, où on se dit, en tout cas, bon, moi je suis dans ma jeune vie d'adulte, je pense, parce que j'ai pas encore 30 ans et que c'est considéré encore comme une jeune vie d'adulte. C'est le moment où on se dit, ben, grandir, c'est à la fois plus facile et plus difficile que ce qu'on pensait. Et c'est un peu paradoxal. Euh, c'est un peu paradoxal. C'est vraiment cette partie d'ombre et de lumière qui joue, en fait. J'ai l'impression, c'est de se dire, c'est c'est plus facile dans le sens où on a acquis des nouvelles compétences qui font que, par exemple, gérer tout ce qui est administratif et tout, c'est vachement plus facile à 30 ans qu'à 20 ans.
Pour autant, j'ai des challenges de ma vie d'adulte que je ne pensais vraiment, avec lesquels je ne pensais pas du tout devoir dealer, tu vois. Moi, je pensais qu'une fois que je partirais de chez mes parents à 20 ans, enfin 20, 22, 23 ans, que ce serait fini. Mais en fait, le fait de grandir, ça continue jusqu'à tes 30 ans. Tu continues à 30 ans d'avoir des questionnements très très lourds parfois sur dans quelle mesure est-ce que je peux me détacher de la vision de mes parents et de me créer ma propre vision alors que je vis plus avec eux, je dépends plus d'eux, tu vois, mais il y a encore une distance émotionnelle parfois à mettre. Enfin, c'est un peu paradoxal. Et ça, du coup, c'est peut-être plus difficile que ce que moi j'imaginais en étant jeune, en me disant, putain, quand je serai adulte, je vais devoir gérer mes contributions, avertissements extraits drôles, mutuelles et tout le bordel. Alors qu'en fait, ce qui est le plus difficile à 30 ans, je pense que c'est franchement pas ça. C'est d'autres aspects. Enfin, ça, c'est propre à chacun après, hein. Et donc voilà, c'est un pas. Ostara, le printemps, c'est un pas en avant dans notre propre vie, en fait. On part de ce que nos parents nous ont appris ou de ce que l'hiver nous a appris. Donc à chaque fois, c'est faire des liens entre ces différentes choses et on trouve notre propre voie. On comprend, enfin, on commet nos propres erreurs, on choisit comment on s'en occupe et on sait c'est une période de notre vie où on doit faire nos preuves. Au printemps, c'est ce que ça signifie. C'est aussi la capacité de développer une vision comparative. C'est ça qu'on fait dans notre jeune vie d'adulte. Et au printemps, c'est ça aussi. C'est développer une vision comparative. Parce que c'est vrai, en quelques semaines, tout d'un coup, le temps change en fait. Et donc, c'est une vision comparative dans le sens où qui j'étais en hiver, qui j'étais en hiver et qui je suis au printemps. Parfois, il y a des choses un peu contradictoires et c'est de se dire, ben, il y a des pour et des contre. Euh, c'est un peu abstrait ce que je dis là, je vais essayer d'être plus concrète. Euh, je pense que, par exemple, hein, c'est pas spécialement mon cas, mais je crois qu'il y a des gens en hiver, ils dépriment un peu. Mais la déprime, ça a une utilité. Ça permet de justement te dire que tu dois peut-être prendre du temps pour toi, tu dois peut-être te poser. Ton corps aussi te dit, il faut un petit peu se poser. Et puis dès que le soleil arrive, c'est oh, je me sens bien, tout va bien, etc. Mais c'est peut-être se dire, ben, ok, tu te sens bien avec l'arrivée du soleil, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où il faut te reposer pour justement éviter une méga déprime à l'hiver prochain? C'est en fait toujours faire des liens entre l'obscur et la lumière, en fait, toujours, toujours, pour garder un bel équilibre. Mais ça, chacun l'interprète à sa manière. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, ce que je dis là. Euh, Moi, oui, typiquement, je pense que de cet hiver, ce que je garderais, c'est peut-être ça, ouais. Je, je pense que ce serait vraiment... j'ai plutôt intérêt à garder dans ma vie très régulièrement des moments que j'appelle des moments de sommeil, en fait. Ou juste des moments où je peux processer un peu ce qui s'est passé. Parce que sinon, ça, c'est aussi très personnel, mais je sais que je me laisse emporter par le tourment de la vie, en fait, et par le tourbillon plutôt. Les tourments, je me laisse emporter en fait par le chaos de la vie et je me retrouve à des endroits parfois où je me dis what. Donc c'est important de se poser et de se créer des mini-hivers pendant notre été ou notre printemps pour pouvoir process régulièrement tout ce qui s'est passé et pouvoir refaire des connexions avec l'hiver dernier, nos apprentissages, etc. etc. C'est comme ça qu'on évolue d'année en année. Enfin, c'est mon avis. Alors au niveau des rituels, alors au niveau des rituels, voilà, j'ai mis des petites images de plantes, des petites images des œufs. C'est le moment où on peut faire ses semis. Mais comme j'ai dit, si on n'a pas de jardin, on n'a pas de jardin. Maintenant, vous savez, ce qui est vachement cool, c'est de faire des semis dans son petit appartement et d'aller les planter dans les jardins des copains. Voilà, ça c'est encore sympa. On peut écrire des œufs. On peut écrire sur des œufs, en tout cas, ses projets, ses intentions. Et il faut vraiment pas hésiter à être dans des choses très très profondes, hein, parce que symboliquement parlant, utiliser un œuf pour représenter nos projets, tu sais, l'œuf qui va éclore, etc., la fécondité, c'est important. Donc on peut faire ça. Ça peut être des bricolages juste de créativité, hein, parce que c'est ça aussi le printemps. Il y a aussi énormément de lumière et de créativité et de couleurs diverses et variées qui nous rappellent du coup les fleurs. Parce que c'est ça, c'est un petit peu mettre à l'honneur les couleurs des fleurs au début du printemps. Donc on est dans les couleurs pastel, etc. C'est
il faut aussi en profiter et laisser libre cours à sa créativité. Faire des balades nature, ça, bah, un petit peu comme à chaque célébration, moi c'est systématique. Mais à cette période, c'est quand même un truc de zinzin, quoi, parce que tu sors et t'as les arbres en fleurs, c'est une folie, quoi. Enfin, moi je trouve ça vraiment magnifique. J'ai écrit balade nature et observation des fleurs qui éclosent. Gars. Gars. Bon, moi personnellement, ce que j'adore faire à cette période de l'année, c'est j'ai une liste que j'enrichis chaque année avec des parcs naturels, des bois, des forêts, des petits spots où je sais qu'à tel moment de l'année, il va y avoir par exemple des jacinthes, à tel moment de l'année, il va y avoir bon, des anémones, il y en a partout, bah, il y a des magnolias, euh, il y a quoi d'autre comme fleurs? Il y a les jonquilles qu'on voit énormément en nature. Euh, voilà, et les tulipes aussi, il y a de plus en plus de parcs. Bon, ils font payer l'entrée, mais ça vaut la peine, franchement, parce que c'est vraiment l'ambiance, l'archétype du printemps, quoi, où t'as énormément de tulipes un peu partout. Et il y a franchement pas besoin d'aller aux Pays-Bas pour voir ça. En Belgique, ils le font aussi. Je pense qu'en France, il y a probablement pas mal de coins où il y a aussi des tulipes. Mais donc voilà, c'est de prendre plaisir à découvrir la nature parce que la beauté du printemps, c'est que c'est très éphémère, quoi. En été, il y en a plus. Je veux dire, en été, il y a plus les fleurs du printemps déjà, alors qu'il fait très beau, que les feuillages sont très verts, mais les fleurs sont différentes ou elles sont plus là. Donc il faut vraiment en profiter et c'est chouette cette excitation de vite courir dans un parc d'un jour à l'autre parce qu'en plus s'il pleut deux trois fois sur les fleurs, elles sont plus là. Donc il faut aller vite, go fast. Alors, faire sécher des fleurs, en faire des bricolages, bon ça aussi c'est très personnel, c'est ce que moi je fais en tout cas depuis cette année, ou ouais cette année. Je fais des bricolages de fleurs. Ah ben j'en ai ici un petit exemple, j'adore faire ça. Voilà, c'est des fleurs séchées que j'ai collées entre deux feuilles de thé. Et puis j'en fais des cartes postales que j'envoie à mes amis. Voilà. Alors ce qu'on peut... À chaque fois, j'aime bien donner une phrase rituelle un petit peu pour exprimer la symbolique de la célébration qu'on fête. Et donc la phrase que j'ai choisie pour Ostara, c'est aujourd'hui nous célébrons l'équinoxe de printemps. Ce rituel a pour but de passer de la moitié sombre de l'année à la moitié lumineuse. Je me présente pour un rituel de paix afin de rétablir l'équilibre entre l'obscurité et la lumière. Donc voilà, à partir du moment où vous dites cette phrase et que vous incarnez cette phrase et que vous la ressentez, etc., etc., et que vous êtes dans un moment de nature où vous respirez l'air extérieur et que vous dites cette phrase, je pense que Ostara est correctement célébré, mais ça, chacun le fait un petit peu comme il le sent. Alors, la légende d'Éostre, qui est une légende des Saxons apparemment, je ne sais pas, je ne suis pas saxonne. Éostre, c'est une déesse qui aime chanter, raconter des histoires, et elle aimait beaucoup les enfants qui la suivaient partout. Elle était assise dans un jardin avec plusieurs enfants et un oiseau s'est posé sur sa main. Elle a murmuré des mots à l'oiseau qui se transforma en lapin, qui était son animal préféré. Et si dans un premier lieu, les enfants étaient joyeux de cette magie, ils comprirent que le lapin était triste et qu'il avait peur, parce qu'il ne pourrait plus jamais chanter ou voler comme l'oiseau qu'il était. Et donc ils supplièrent Éostre de lui redonner son apparence, mais il était impossible de retourner en arrière. Elle venait de briser une des règles fondamentales de la Wicca, qui était « Si personne n'est lésé, fais ce que tu veux ». Or, l'oiseau était lésé. Les pouvoirs d'Éostre ont considérablement donc diminué. Elle ne pouvait plus utiliser sa magie jusqu'à la veille du printemps, où là, elle retrouve ses pouvoirs. À cette période, seulement, elle pouvait transformer le lapin en oiseau pour un temps limité, ce qui lui permettait d'aller couvrir ses œufs. Et pour remercier les enfants de leur bonté, le lapin décida de distribuer ses œufs aux enfants. Donc voilà un petit peu pour la symbolique des œufs, du lapin, des oiseaux et des enfants aussi, parce que c'est une fête assez enfantine, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui font des chasses aux œufs, etc. Donc voilà, j'espère avoir été complète et claire. N'hésitez pas
à me dire ce que Ostara vous inspire, vous, personnellement, dans votre vie. C'est toujours intéressant. Et voilà, je viens avec un dernier petit élément de dire que c'est aussi, si ça peut peut-être plus parler à certaines personnes, c'est aussi un moment de l'année, les équinoxes, où on peut réfléchir à comment mieux équilibrer notre féminin et notre masculin en termes d'énergie féminine et masculine. C'est un bon moment de l'année pour symboliser ça et incarner ça. Mais ça, c'est encore d'autres sujets. Bon, allez, à la prochaine. Salut. Bisous au chat.